La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Bonjour à tous, cette semaine c'est National Moto qui nous accueille à La Garenne-Colombes, à 2 pas des Tours de la Défense. National Moto, c'est une concession impliquée dans la compétition, dans l'endurance. Alors on parlera du sport moto, fait-il vendre ou non? On reparlera du MotoGP en Argentine. Et puis on essaiera des motos, on essaiera cette majestueuse Goldwing en présence de nombreux invités. Venez avec moi. C'est sous le regard de Soichiro Honda, ici, que nous sommes accueillis dans la concession National Moto, au premier étage, chez Stéphane Hadadj. Salut Stéphane. Bonjour David, bonjour Eric, merci d'être là. Merci de nous accueillir. On est aussi avec Ludovic Devos, responsable événementiel et compétition chez Honda France. Merci d'être venu, Ludovic. Bonjour à tous. Et puis, évidemment, Eric Sélis est avec nous pour ce nouveau numéro de Sans Concession. Salut Eric. Salut David, bonjour messieurs. Donc, on va parler évidemment de compétition ici. On a un superbe espace que tu as aménagé. Stéphane, ça fait combien de temps que tu as cet espace ici chez National ? À peu près une année aujourd'hui, puisqu'on a essayé de rassembler toutes les motos qu'on avait pu garder, parce qu'on en a beaucoup vendu pour continuer la compétition. Et on a essayé de créer un environnement de passionnés et de passionnés de compétition. Donc vous voilà installés dans notre antre. Alors il y a quoi comme moto à cet étage très sympathique? Parce que j'ai vu une NR, mais elle n'est pas là. Elle est un peu plus loin. Oui, tout à fait. Elle est installée dans l'espace accessoire pour apporter aussi de l'originalité à notre espace. Là, c'est vraiment les motos de National Moto qui ont participé aux épreuves d'endurance. Alors, seulement celles que nous avons pu garder, donc celle de la CBR 1000 de 2006, qui a remporté 24 heures du Mans, la VTR 1000, la RC30, et puis une OW de fin des années 70. Ça, quand vous venez ici, quand tu viens ici, ou quand des personnes de chez Honda France viennent ici, vous vous sentez bien, non, dans ces espaces-là? Ah oui, c'est un bel espace. Moi, j'ai vu toute l'évolution de cet espace, de comment il a été construit par la passion de chez National Moto et de Stéphane. Non, ça fait très plaisir et on est fiers de le montrer. C'est pas obligatoire chez les concessionnaires d'avoir un espace comme ça parce qu'il y a des exigences maintenant chez les concessionnaires. Ça devrait l'être. Non, c'est pas obligatoire. Non, ça fait pas partie des chartes obligatoires. Qu'est-ce qu'il y a dans les chartes, Ludo? Dans les chartes, les concessionnaires doivent avoir quoi? De l'espace, des couleurs, être séparés? C'est quoi exactement les conditions? Il y a des zones qui sont définies par un développement réseau européen. Et donc, oui, il y a des espaces, il y a des couleurs à respecter, du mobilier. Et ensuite, il y a des critères pour être classifié. Il y a trois classifications. Ici, on est à la Défense, on est tout près de la Défense. Est-ce que c'est facile de vendre des motos, Stéphane, dans une zone hyper urbaine comme celle-ci? On vend beaucoup de scooters, bien entendu, mais on est avant tout concessionnaire moto et il faut faire plaisir aux gens, leur donner envie. Même si les gens n'achètent pas forcément des hypersports, ils peuvent acheter des roadsters. La gamme est assez large, des scooters hybrides comme peut l'être l'XADV ou l'Integra. Et il faut qu'on offre tout le panel de la gamme. C'est l'avantage d'être concessionnaire Honda Moto. C'est qu'aujourd'hui, on a une gamme d'un généraliste qui est absolument extraordinaire. Et le but, c'est d'offrir tous les environnements. Mais il faut penser aussi aux passionnés de sportives, parce qu'il y en a beaucoup. On voit les résultats du Grand Prix de France avec le nombre de visiteurs, donc ce n'est pas anodin. Et je pense que d'avoir un espace dédié à la passion de la moto en Ile-de-France et au pied de Paris, c'est que du plus pour la marque. D'accord. La CBR, elle est bien perçue justement par rapport à la clientèle sportive? Oui, la CBR reste le modèle phare de la gamme Honda, en tout cas en hypersport. Elle a beaucoup changé l'année dernière, elle est revenue au niveau des autres machines parce que c'est vrai qu'elle était restée longtemps une machine qui n'avait pas évolué. Maintenant, le marché de l'hypersport reste quand même un marché très faible en Europe et en France en termes d'immatriculation et de vente. Mais il est important de la voir, de la vendre et puis de faire la promotion de cette moto, bien entendu.
Être situé ici, quand on aime le sport, quand on est impliqué dans la compétition, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux se délocaliser au Mans ou à Manicourt ou à Nevers ou Manicourt, ça va être compliqué. Ouais. Mais Stéphane, ici c'est historique ce site. Voilà, le site est historique. Alors après, on pourrait se délocaliser, mais notre emplacement historique depuis 1969, D'accord. on fait partie aujourd'hui des plus anciennes concessions de France, hein, faut pas l'oublier, et il n'était pas question de changer d'endroit. Après, Ludovic a connu toutes les évolutions de la concession, avec un tout petit showroom qui a été ensuite agrandi avec un café-bar qui le joustait. Après, bien sûr, la concession a été démolie, reconstruite dans les années 90 et portée par mon père qui, depuis 1969, a porté les couleurs de National Moto. Voilà, ton père très impliqué dans la compétition. Pipo. Oui, tout à fait. Depuis 1971, pour lui, c'était avant tout une aventure humaine, mais surtout une manière de faire connaître la concession. Puisque quand on ouvrait une concession à l'époque, il n'y avait pas les moyens numériques d'aujourd'hui pour se faire connaître, ni les réseaux sociaux. Donc c'était la compétition qui permettait, avec la grande époque des Japoto et de tous les concessionnaires qui se sont investis. Sauf que c'est vrai que nous, on a essayé de persévérer depuis toutes ces années. Et en préparant cette émission, d'ailleurs, je refais un petit peu le point, on a fait presque plus de 15 podiums sur 45 ans d'endurance, donc c'était plutôt une bonne moyenne, je trouvais, parce que c'est vrai que on regarde toujours de l'avant dans la compétition, on cherche toujours à améliorer la moto qu'on a, à améliorer les performances, les pilotes nous y aident, parce qu'ils en veulent toujours plus. Vous connaissez les pilotes bien mieux que moi, ou aussi bien que moi. Je sais pas, Eric. On en connaît un. Non, pas beaucoup. On va en accueillir d'autres tout à l'heure. Et donc, il est important de se remettre en cause en permanence. Et c'est vrai que d'avoir fait cet ouvrage l'année dernière, enfin en 2016. Oui, ce beau livre, l'Aventure Nationale Moto qu'on a ici. Exactement, l'Aventure voilà. Nationale Moto, que je vous invite à découvrir. C'est à commander. Oui, tout à fait. Ça se commande chez les éditions ETAI, D'accord. sur Internet ou sinon à la concession directement, qui reprend les 45 ans d'endurance et d'investissement dans la compétition avec plus de 150 pilotes qui sont passés par chez nous, plus de 150 épreuves, enfin voilà quoi. Alors on en accueillera un, on accueillera Émeric Jonchière tout à l'heure. Exactement. Ludovic, la gamme Honda, ce n'est pas que des sportives évidemment, il y a des scooters, mais il y a pas mal de nouveautés et Honda revient au premier plan cette année. Enfin en 2017, c'était le retour de Honda au premier plan. Oui, je veux dire qu'on a lancé depuis maintenant beaucoup de nouveaux modèles dans toutes les gammes qu'on peut avoir. Et dans le sport, on revient aussi à s'impliquer dans toutes les disciplines, que ce soit l'endurance, la vitesse, le cross, le super motard. Voilà, on essaie d'être présent partout. Parce que le sport reste important et c'est l'ADN de Honda. Ouais, alors il y a notamment donc le Forza qui a fait très fort l'année dernière, qui est passé devant le X-Max. Je ne sais pas quand le croisement des courbes a eu lieu. Ça c'est pour les petits 125. Alors pour les 125, oui, leader du marché, l'année dernière, il a été. Le lancement s'est fait il y a 2 ans et l'année dernière, il est passé leader. Et à l'opposé du scooter 125, on a la Goldwing, la nouvelle Goldwing qui a été présentée en Corse tout récemment. On s'est lancé un défi chez nous, c'était de faire découvrir cette moto, mais c'était une nouvelle moto. La Goldwing, c'est une légende. Ouais. Elle a beaucoup évolué, elle a complètement changé sur la dernière version. Et on s'est dit comment la faire découvrir. Parce que voilà, c'est la grosse moto, c'est la moto de légende. Donc on s'est lancé un défi, on a dit on va aller les faire rouler en Corse. On connaît les routes de Corse. C'est pas évident avec une Goldwing. étroit avec une Goldwing. Mais on n'a rien dit au réseau, on les a invités à venir 3 jours avec nous sans dire la destination. Et ils l'ont découverte quand ils sont arrivés à Arles, à l'entrepôt. Vous aviez déjà fait ça avec l'Africa Twin, je crois. On a fait le lancement en Espagne avec l'Africa Twin, où là on leur a fait découvrir que l'Africa Twin était aussi polyvalente que sur la route, que sur le off-road. Et on a fait faire aux concessionnaires de la route et du off-road. Et là on leur a fait faire des routes de Corse. Alors la Goldwing, on va découvrir tout de suite l'essai de cette nouvelle machine dont on a pris le guidon.
il y aurait beaucoup à dire sur la nouvelle Goldwing, puisque le nombre d'options proposées par ce genre de machine fait qu'on pourrait rester un bon quart d'heure dessus. On va essayer d'abréger, on va parler des points les plus importants sur cette Gold. Alors l'un des points les plus importants, c'est évidemment, et c'est très important, la position de conduite de la Gold. Alors on regrette un petit peu que ce ne soit pas des vrais marchepieds et que ce soit des repose-pieds un peu plus classiques. De même, le guidon, alors s'il est plus ergonomique, on est moins dans un fauteuil, on se sent moins dans un fauteuil. Tout est très agréable sur cette moto, à commencer par le DCT. Et ce fameux DCT, c'est évidemment le double embrayage automatique qui fait qu'on n'a pas besoin de débrayer, il n'y a pas de sélecteur, il n'y a pas de poignée d'embrayage évidemment. Mais si on veut, on peut quand même passer les vitesses à la main avec cette petite gâchette devant et le bouton poussoir au pouce. La Gold propose une double commande, c'est-à-dire que ce qui est sur la console centrale, on la retrouve au commodo à gauche. Ça, c'est un peu la marque de fabrique Goldwing. Tout est très ergonomique. Le réglage de la bulle se fait de façon électrique et très facilement. La protection, une fois la bulle levée, elle est plutôt très importante, même sur les épaules. Il y a juste le dessus de la tête qui subit quelques petites turbulences, mais bon, rien de désagréable. Après, en action, eh bien, on retrouve la l'onctuosité, le velouté du 6 cylindres. C'est presque soporifique, on a presque envie de se laisser bercer à la fois par la mélodie et à la fois par la souplesse du 6 cylindres. Le freinage, il est démoniaque. C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a une situation de péril, on appuie sur le frein une première fois, ça ralentit efficacement. Et quand on insiste, la Gold s'arrête véritablement dans une sécurité absolue. En termes de sécurité, c'est la moto qui propose l'airbag de série. Au niveau du tableau de bord, on frôle la perfection. C'est-à-dire que là, la planche centrale, la console centrale est très lisible. Le dernier point, et ça c'est étonnant, ça perturbe un peu le champ de vision, c'est tous les mouvements de la suspension triangulée à l'avant. On pourrait en parler des heures de la Goldwing. On va simplement dire qu'elle fait 125 chevaux, qu'elle a gagné en punch, qu'elle a gagné en efficacité au freinage, qu'elle a gagné en efficacité en dynamique grâce à ses nouvelles suspensions. Et puis elle est plus légère, ça reste la Gold, mais on a l'impression qu'elle est quand même plus petite. Et ça enlève un peu au charme de cette Goldwing. Les tops et les flops, on commence tout de suite avec la bande dessinée écrite, scénarisée par Chef Pinon, un ancien collaborateur que l'on recevra la semaine prochaine dans son concession, dans la concession de Johan Tangre à Meaux. Donc les BD moto, ça fera l'objet d'un prochain débat. Hein. On parlait du Jobar Team. Ouais, c'est bien. Là, on va citer, c'est Pilote 18. Hein. C'est tiré d'un livre, je crois, qu'il avait écrit et puis qui a été mis en planche. Donc depuis l'avènement du Jobar Team, c'est vrai que la BD et la moto font bon ménage. Donc on en reparlera la semaine prochaine, je crois. Ouais, on aura un bon débat là-dessus avec Christophe Pinon. Un autre top, c'est la tondeuse Honda de compétition avec moteur de CBR 1000 RR Fireblade. T'es au courant de ça? Du projet, non. Au courant, après on l'a vu, on sait qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui se font plaisir, qui développent, c'est un jeu, quoi. Ouais. Et après, ça fait des beaux résultats et des belles vidéos. C'est parti d'une ancienne vidéo avec une tondeuse, mais c'est vrai qu'on a tous envie de mettre un moteur de fou dans ces. Je crois qu'il y a même des compétitions, si je ne dis pas de bêtises, aux États-Unis, il y a des compétitions d'accélération de tondeuse à gazon et il me semble même que Jean-Michel Bell a fait une course de tondeuse à gazon. Hein. Jean-Michel qui est ambassadeur Honda, je crois si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il a participé à une course comme ça. Enfin voilà. Autre top, la mue de la marque anglaise CCM qui propose de splendides motos néo-rétro. On connaissait CCM pour les machines de supermotard, leur application en tout-terrain en supermotard. Et là, avec la mode néo-rétro, ils ont complètement basculé. Et je ne sais pas si vous avez vu ces motos, mais c'est vraiment très très beau. Les flops maintenant avec un collectif anti-sport mécanique. On va vous demander de réagir à ça. Un appel national pour l'interdiction des sports mécaniques
tenez-vous bien. C'est suite à l'apparition d'un livre, Les sports mécaniques, une arme de destruction massive. Alors, ça nous embête un peu de faire la promotion de ce livre, mais bon, on doit réagir, on doit parler de tout. Et puis, c'est relayé quand même par Mediapart, signé par des élus Europe Écologie Les Verts et par des élus de la France Insoumise, des professeurs émérites de sociologie. Donc, ils prennent ça au sérieux, nous aussi, on prend ça au sérieux, Eric. Ouais, enfin, c'est très mal étayé. En tout cas, ça part sur les champs du néonazisme, sur le fait qu'évidemment, ça pollue. Alors, il s'appuie aussi sur les références du fait qu'il n'y a pas de compétition en Suisse, mais il se trompe, parce qu'en fait, en Suisse, il n'y a pas de circuit, mais la compétition est autorisée. Donc, voilà. Donc, il se réclame d'ailleurs du baron de Rothschild. Oui, voilà. Enfin, bref, il y a tout un tas d'amalgames de faits à mauvais escient. Et voilà, ils se font plaisir, tant mieux pour eux. Vaste débat, ça nous donne des idées pour les futures émissions. En tout cas, merci. On vous retrouve, Ludovic et Stéphane, tout à l'heure pour le débat. Le sport moto fait-il vendre ? En attendant, on passe au jeu concours auquel vous avez commencé à participer. On attend vos vidéos. Donc, on rappelle le principe des vidéos, 30 secondes. Vous commentez votre moto. Pourquoi votre moto est la meilleure ? Vous mettez l'appareil en position horizontale. Et puis, vous nous envoyez en message privé sur Facebook, sans oublier de liker et de partager nos publications. Voilà, à vous. Alors, dernier conseil, on vous le rappelle, surtout n'oubliez pas de mettre votre téléphone en position horizontale, hein, ça sera beaucoup plus simple à gérer. Et puis n'hésitez pas, vous aussi, à vous mettre en scène, c'est-à-dire qu'on peut vous voir dans la vidéo que vous allez nous transmettre. Et encore une fois, n'hésitez pas, mauvaise foi, parti pris, tout est bon et on fera le tri pour vous, vous inquiétez pas. Bonjour sans concession, alors pourquoi ma moto est la meilleure ? Pour la petite histoire, on s'est rencontrés sur le Tinder un peu des motos et des motards qui s'appelle Le Bon Coin. Elle n'est pas exigeante parce que elle, les week-ends à Venise, elle s'en fout, elle préfère les petites balades dans la vallée de Chevreuse ou même au Mans pendant les événements. Elle a son petit caractère, la dernière fois j'ai essayé une autre moto, elle m'a bien fait comprendre qu'elle n'était pas contente, elle m'a fait les jours speed, 400 balles, donc je suis pas prêt de recommencer. Et ma moto c'est la meilleure parce que je l'aime, parce que je me sens bien avec elle, et faut savoir que tous les soirs quand je la laisse, quand je la gare, et je mets toujours ma petite main dessus comme ça, pour qu'elle passe une bonne nuit. C'est vrai en plus. Le débrief sport avec 2 générations de pilotes national moto avec nous. Guy Bertin, bonjour Guy. Bonjour à tous. Et Émeric Jonchière est avec nous également. Salut Émeric, merci d'être venu. Bonjour à tous. Voilà, donc 2 générations de pilotes national moto. Vous avez fait combien de courses chacun ? Guy, tu as fait combien de courses ? Je crois que c'est 20 participations, nous a confirmé Stéphane tout à l'heure. Alors, je crois que chez National Moto, c'est moi qui ai participé au plus grand nombre de courses pour National Moto. C'est vrai que j'ai commencé en 78 et la dernière course, c'était en 2003. Et ton meilleur résultat avec National, c'était quoi ? Alors, j'ai pas eu la chance de gagner. Quand ils ont gagné, je pilotais pas la moto. Je crois que j'ai fait plusieurs podiums, sauf erreur, mais j'ai tellement fait de courses que je les ai pas toutes en mémoire. Et donc, toi, Émeric, tu as compté le nombre de courses que tu as fait sous les couleurs National Moto ? Chez National Moto, je pense que j'ai dû en faire 5-6 faciles, ouais, je pense, dans ces eaux-là. D'accord. Et ton meilleur résultat avec eux ? On a fait un podium aux 8 heures d'Albacete avec, à l'époque, David Morillon, et c'était vraiment un très bon souvenir. On se souvient de 2006 avec la victoire de National Moto aux 24 heures du Mans avec Frédéric Prota, Dani Ribalta et Olivier Four. Oui, une course qui avait été favorable, il y a eu beaucoup de rebondissements. Et puis, pour la petite anecdote, c'est les seules 24 heures du Mans qu'a gagné Christian Lavieille, pas comme pilote, mais comme team manager. L'implication de National et de Pipo, à l'époque, c'est quelque chose d'important. Ça galvanisait un peu l'équipe ? Alors, il faut dire que Pipo, c'était un personnage haut en couleur. Et moi, j'ai toujours eu des très bons rapports avec Pipo. J'ai commencé donc en 78, je l'ai déjà dit, avec Philippe Bouzanne comme coéquipier. Alors là, c'était la grande aventure, beaucoup de chutes, il y avait une très très bonne ambiance. Pipo était quelqu'un de formidable, toute l'équipe était super sympathique. C'était une équipe de concessionnaires, c'était pas des motos d'usine, mais c'est eux qui fabriquaient les motos ici à la Garenne-Colombes. On avait souvent des petits problèmes, mais les motos étaient plutôt efficaces. Et surtout en partie cycle,
Et donc, on arrivait quand même à se battre devant. C'était incroyable pour un concessionnaire qui n'avait pas de gros moyens. Les motos, c'était quel modèle de moto? Alors, à l'époque, c'était des Kawasaki 900 à la base, moteur de Kawasaki 900. Pipo a couru avec des Honda plus tard. Mais moi, j'ai commencé chez lui. C'était des Kawasaki 900. Le cadre était fait ici. Cadre un peu particulier, mono-amortisseur à l'arrière. C'était un peu la patte de National Moto. Aymeric, aujourd'hui, les Honda ont beaucoup changé. Ce n'est plus la moto qui domine la Honda. C'est plutôt un handicap avec un moteur moins puissant, plutôt moins puissant que les autres machines. Oui, en général, on sait que la Honda a un moteur un petit peu moins efficace que les autres, mais c'est vrai qu'au niveau châssis, après, ils ont fait quelque chose qui est vraiment bien. En plus, là, depuis 2 ans, maintenant, on a l'électronique vraiment sur la moto. Donc il y a encore un peu de développement à faire par rapport à ce sujet-là, mais c'est une moto quand même efficace et qui arrive à faire quand même de très belles performances malgré tout en endurance. Ouais, vous arrivez à rivaliser au niveau chrono pur avec des machines surpuissantes qui ont quoi, 10 chevaux de plus au moins? Oui, au moins ça, ouais. Mais après, encore une fois, National Moto reste un team privé. Donc dans tous les cas, on n'a pas les mêmes moyens financiers et de développement que les teams officiels. Donc du coup, on fait avec ce qu'on a. Mais malgré tout, on arrive quand même à rivaliser avec eux. Après, voilà, ça reste quand même des courses d'endurance qui sont vraiment longues. Donc sur la durée d'une course, ça se passe vraiment bien. Guy, toi, tu as fait des Grands Prix. Tu as fait combien de Grands Prix? Je crois 98 Grands Prix. Et quelle place occupe l'endurance par rapport aux Grands Prix dans ta hiérarchie de souvenirs? Malheureusement, à l'époque, on faisait de l'endurance pour pouvoir manger. On ne gagnait pas beaucoup d'argent dans les Grands Prix, même si j'ai eu la chance d'en gagner 5, d'être vice-champion du monde. Mais c'était quand même l'endurance qui rapportait à l'époque suffisamment d'argent pour pouvoir vivre. Moi, j'avais quand même une famille, une femme et 2 enfants. Il fallait que je ramène un peu d'argent. Donc, c'était l'endurance, surtout quand j'ai été chez Honda. J'ai eu la chance aussi de piloter officiellement pour Suzuki pendant quelques années. Là, on gagnait bien notre vie. Parce que chez National Moto, bien entendu, on n'était pas payé. C'était même pas envisageable. Aymeric, on n'en vit pas de la moto, toi, aujourd'hui? Moi, personnellement, non, parce que je ne suis pas pilote professionnel, on va dire. Moi, j'ai un autre métier à côté, quoi. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une passion. Aujourd'hui, je suis à mon compte dans la peinture bâtiment. D'accord. Voilà, j'ai toujours fait ça dans ma vie. À Orléans. À Orléans, exactement. C'est toujours ce que j'ai fait et c'est ce qui m'a permis de rallier les deux, justement, de faire de la moto et de faire aussi à côté, de pouvoir vivre aussi, de faire vivre ma famille aussi, quoi. On va continuer le débrief sport avec Michel Turcot qui va nous parler qui va revenir sur le Grand Prix d'Argentine. Merci messieurs, merci beaucoup. Nous a rejoint sur le plateau Michel Turcot de Moto Revue. Salut Michel. Salut David. Bienvenue. Tu as vécu un week-end époustouflant. Tu t'en es remis de ce week-end en Argentine? Pas encore, je suis un peu fatigué. Ouais, c'était un week-end dingue et surtout une journée de course et un Grand Prix MotoGP qui, je pense, va rester dans les mémoires et dont on n'a pas fini de parler, malheureusement, quelque part. Ouais, tu vas partir bien là dans quelques heures pour Austin, puisque ce week-end, il y a les 24 heures du Mans, mais il y a aussi le Grand Prix d'Austin. Tu t'attends à quoi là-bas? Je m'attends à tout. Alors, il faut rappeler qu'Austin, c'est au calendrier depuis 2013 et que Marc Marquez, il a jamais été battu là-bas encore. Donc, voilà, après ce qui s'est passé avec Rossi, c'est vrai qu'on se demande un petit peu comment la première conférence de presse va pouvoir avoir lieu quelque part, puisque Rossi a quand même déclaré après la course demandé à Marquez un minimum de respect, c'est-à-dire se tenir le plus loin de lui possible et ne pas essayer de le regarder en face. Donc ça va être compliqué s'ils ont à s'asseoir l'un à côté de l'autre. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Guy? T'as suivi un petit peu ce qui s'est passé en Argentine ou pas? Oui, moi j'ai suivi le Grand Prix chez moi. J'ai trouvé que c'était d'abord un super Grand Prix. Johan Zarco a fait une superbe course qui a été un petit peu évincée par le problème, la polémique entre Marquez et Rossi. Moi, si je dois donner mon avis, je me suis régalé à voir cette course. Marquez, peut-être un peu exagéré. Maintenant, il faut savoir ce qu'on fait, si on fait des courses ou si on va acheter du terrain en Argentine. Marquez, c'est quand même une habitude chez lui de balancer les pilotes. On l'a vu balancer Espargaro à Catalogne. Enfin, il en a fait des tonnes de percussions comme ça. Effectivement, je pense qu'il en fait un peu trop. Autant, c'est trop.
Autant ce qui s'était passé en Malaisie il y a 3 ans, je faisais partie de ceux qui pensaient que Rossi l'avait un peu cherché quelque part, mais là c'est clair, il est plus fort, il faut qu'il prenne son temps, il ne peut pas se comporter comme il se comporte actuellement. C'est pour ça, je pense s'il avait été pénalisé d'une course, le privé d'Austin, je pense que ça l'aurait peut-être un petit peu fait réfléchir. Alors, Crutchlow, c'est lui qui gagne. Est-ce que c'était pas l'occasion ou jamais pour Zarco de gagner sa course? C'était pas un officiel devant. Non, moi je pense que déjà, honnêtement, on ne pensait pas que Johan serait à ce niveau de compétitivité sur circuit. Il faut se rappeler que la première journée d'essai, c'est sur le sec. Johan est en difficulté l'après-midi, il est assez loin, ils avaient des problèmes de grippe. Problème de motricité, l'équipe pensait que la moto avait du mal à s'arrêter en entrée de virage. Bref, ils n'étaient pas très bien. Le lendemain, il pleut, donc les réglages auxquels ils ont pensé, ils ne peuvent pas les évaluer. Le warm-up, pareil, les conditions ne sont pas bonnes. Donc, Johan a pris le départ avec une moto qu'il ne connaissait pas. Et personne ne savait dans l'équipe si les choix qui avaient été faits allaient être bons. Or, il s'avère que la moto a été super performante puisqu'il s'est battu devant, alors que Crutchlow, lui, dès le premier jour sur le sec, les Honda étaient dans le coup, aussi bien la sienne que celle de Marquez et également d'ailleurs de Pedrosa. Donc il y avait un avantage acquis dès le départ avec la suite de ces essais sur le mouillé qui n'a pas permis aux autres pilotes de travailler. C'est aussi pour ça que les Ducati ont été pénalisés et les Yamaha, qui étaient plutôt pas mal d'ailleurs, le premier jour, sont retrouvés encore à la cave, enfin en tout cas les Yamaha officiels, loin derrière Zarco qui encore une fois a humilié les officiels. Bon, en tout cas, ça va être excitant. Oui, surtout que l'année dernière, on se rappelle qu'à Austin, Johan Zarco et Valentino Rossi s'étaient un petit peu frottés, et que l'an dernier aussi avait commencé un petit peu le travail de sape psychologique sur Zarco en disant qu'il était dangereux, qu'il était ceci, qu'il était cela. Donc il va peut-être avoir double grain à moudre à Austin, notre ami Valentino. Merci Michel. En MotoGP, l'airbag est devenu obligatoire. On va regarder tout de suite la marque Behring qui commercialise un airbag qu'on a pu tester tout à l'heure dans le magasin. Alors, le principe de l'airbag électronique, c'est d'avoir 2 capteurs sur le véhicule. Donc, un capteur sur la fourche qui est le capteur de choc, un capteur sous la selle qui est le capteur de chute. Il y a un petit boîtier électronique aussi qui met en liaison le gilet et les capteurs. Et en fait, en cas de choc ou en cas de chute, l'airbag se déclenche. Alors, le temps du déclenchement complet, c'est-à-dire entre la détection du choc et le gonflage, c'est 0,08 secondes. Donc on va déclencher l'airbag sur Guy Bertin qui a couru en Grand Prix à l'époque et là on va faire une démonstration de notre airbag électronique. On dit, est-ce que tu es prêt pour la démo? Inch'Allah. Voilà. Ouais. 1, 2 et 3. Super. Alors, le tarif est proposé à 899 € posé. Et on a une réduction de 150 € jusqu'à fin mai sur l'airbag électronique. C'est le seul airbag SRA 5 étoiles sur le marché. Et c'est maintenant le tour du bike gaming d'Adrien. Salut à tous, content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir tous ensemble ça. Le jeu officiel de la course du Tourist Trophy, Titi, l'île de Man. Admirez-moi un peu ces images. Je sais pas vous, mais moi ça me donne envie. Alors je donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un test complet détaillé du jeu. Le débat, c'est aujourd'hui le sport moto. Fait-il vendre ou non? On est dans un espace sportif chez National Moto. Stéphane et Ludo, vous êtes revenus sur le plateau pour nous parler des bénéfices du sport sur le business. On va parler comme ça. Stéphane, est-ce que c'est une passion qui rapporte le sport moto ou est-ce que c'est plutôt une passion qui coûte un peu d'argent? C'est évident que la compétition coûte de l'argent, ça c'est sûr. On ne peut pas dire que ça rapporte, mais ça fédère les équipes,
ça permet d'écrire une histoire. Aujourd'hui, National Moto serait absolument pas le même concessionnaire si on n'avait pas fait de course depuis 45 ans. C'est évident. Ça fédère des pilotes, ça fait des moments de vie. Je vous entendais parler avec Guy tout à l'heure, avec Émeric, avec ses souvenirs. C'est vrai que ça apporte quelque chose qu'on ne peut retrouver, pour moi, nulle part ailleurs, mais quel que soit le sport en général, hein. Et le sport moto, à travers National Moto et la concession, ça nous a permis de performer, commercialement parlant. Ludovic pourra peut-être le confirmer, parce que ça apporte une crédibilité auprès de nos clients. Même si ça ne nous fait pas vendre 100% plus de CBR par rapport à nos confrères, mais ça nous apporte une crédibilité en termes techniques, en termes d'après-vente, en termes d'histoire aussi. On essaye d'apporter à nos clients, qu'ils soient Scooterist 125 ou Goldwyn, une atmosphère. Et cette atmosphère se personnalise par la compétition. Et je pense que pour nous, en tout cas, ça a toujours été, même si ça a été difficile et qu'en 2016, j'ai dû renoncer. Pour le 10e anniversaire de la victoire aux 24 heures du Mans, vous n'étiez pas National Moto aligné sur la grille pour des raisons économiques. Exactement, c'est la première fois en 40 ans que nous n'étions pas au départ des 24 heures du Mans. C'est la seule édition que nous n'ayons pas faite. Ludovic, la compétition fait-elle vendre? C'est toujours dans les débats budgétaires des boards des entreprises. J'en sais quelque chose. C'est le début d'ailleurs de la bande dessinée de Christophe Pinon. On va faire du sport, le sport ne fait pas vendre. Moi, j'en ai entendu parler, le sport ne fait moins de sport, David, ça ne fait pas vendre. Est-ce que c'est vrai? Ça va être difficile à dire, mais je veux dire qu'en tant que constructeur, le sport, déjà, ça permet de développer énormément de pièces qu'on retrouve après sur les motos de série. Donc, il faut en faire. C'est des machines qui sont poussées à l'extrême. Donc, des pièces qui sont poussées à l'extrême et ensuite qu'on réutilise sur des machines de série. Après, il y a une image. Après, il y a obligatoirement des pilotes qui ressortent... Qui ont des fans, et obligatoirement ces fans s'identifient aux pilotes. Donc moi je dirais que oui, ça fait vendre. Après le quantifier, ça va être très difficile. Mais pour moi, l'image... Mais c'est de l'image. C'est de l'image. Avant tout, c'est de l'image. Voilà, c'est de la com, mais c'est de la pub, non pas gratuite, mais en tout cas, c'est une pub quand vous avez votre moto. On ne parle pas du MotoGP, etc. Mais pour revenir à l'endurance, quand vous avez la moto qui est en tête, qui est publiée dans des magazines qu'on voit à la télé, c'est forcément de l'image, c'est forcément de la publicité. Et si on devait le chiffrer, le valoriser, forcément, ça a un coût. Après, est-ce qu'on peut quantifier plus facilement dans certains milieux, par exemple le off-road et la vitesse, est-ce que c'est plus facile? On va dire, on parle de l'off-road. De l'off-road, c'est aujourd'hui un championnat qui monte en puissance et qui a toujours été puissant, c'est le sable. Le Touquet. Le Touquet, ou championnat de France des sables. Lorsqu'on vous gagnez au Touquet, la saison d'après, c'est au moins 5 points de plus sur les ventes de cross. Mais là, alors, c'est manifeste. On a des résultats. Mais souvent, c'est imperceptible. Alors, mais nous, on l'a suivi sur plusieurs années. D'accord. C'est-à-dire que voilà, avec des concurrents, on se bat les victoires d'année en année. Et lorsqu'on perd, on prend moins 5. Lorsqu'on gagne, on prend plus 5. Donc ça revient à 0 alors? Ça revient à 0, ouais, c'est ça. Mais on continue à vendre. Mais on continue à vendre. Et je dirais que oui, après, il y a des clients qui s'identifient par rapport au pilote qui a gagné l'année, quoi. Donc je dis oui, pour moi, ça fait vendre, parce qu'obligatoirement... Alors après, c'est plus proche, comme disait Eric tout à l'heure, des motos de série. Et lorsqu'on roule sur ces motos-là, c'est des motos de série qu'on fait évoluer, qu'on prépare et tout. Donc tout le monde peut le faire. Et là, on s'identifie. D'accord. Et par contre, le MotoGP, c'est un peu loin, c'est des prototypes. Le lien avec les motos de série, il est assez lointain. Est-ce que ça profite les titres mondiaux de Marc Marquez à la marque Honda au niveau commercial? Pour moi, je dirais oui, parce que obligatoirement, c'est de l'image, c'est de la com, c'est de la pub. Donc ça sert à la marque. Obligatoirement, ça sert à la marque. Il y a une question toute simple. Ils sont chez Honda, ils sont Repsol depuis une éternité. Il y a eu des modèles Repsol. Est-ce que ce sont des modèles qui sont mieux vendus qu'une CBR classique? Bien sûr, les clients sont demandeurs. Les clients sont demandeurs de ces répliques. Juste une question qui nous a été soufflée par Eric Communier, parce que non seulement il est réalisateur, mais il a Louis Fine et il suit quand même, malgré tout. Est-ce que justement, on parlait de Marquez par rapport à Repsol, etc., mais une tête de pont comme pourrait peut-être l'être Johan Zarco chez Honda, pour vous, ça serait du pain béni au niveau des ventes ou pas? Je pense que lorsqu'on a un pilote français en MotoGP ou qui brille sur les têtes d'affiche, bien sûr, c'est pour le pays qui a ce pilote, ouais, c'est porteur, bien sûr que c'est porteur.
Merci messieurs, on va regarder tout de suite un petit clip de National Moto. Et juste après, on accueillera Yann Marian et Nicolas Sonnina pour continuer ce débat sur le sport, fait-il vendre ou non? Deuxième partie de notre débat sur le sport moto. Le sport moto fait-il vendre ou pas? Avec nous, Nicolas Sonnina. Salut Nicolas. Salut David et merci à tous de nous avoir accueillis ici, c'est très sympa. Ancien reporter pour Motojournal, aujourd'hui organisateur d'événements, de nombreux événements. Oui, tout à fait. Ouais. Ben, ça fait 20 ans que j'ai quitté Motojournal, mais depuis je m'éclate toujours dans la moto et j'ai fait plusieurs événements différents et pas tous liés justement à la compétition. D'accord. Yann Marian, on te connaît pour tes vidéos, tes clips MotoGP Addict? Oui, je travaille avec Alexandre Hues qui est réalisateur et donc voilà MotoGP Addict sur Facebook, Twitter, MySpace bientôt. On espère avancer là-dessus. GP de France 2017! Un an à attendre? Non, on n'était pas du tout en manque. Entre nous, le meilleur des GP, c'est le nôtre. Rien qu'au niveau ambiance. Bautista l'a confirmé. Hein. Aujourd'hui, je vais prendre la nationalité française, pas qu'en France, le vrai public. Même dans les déguisements, on déchire. Est-ce que ces clips vidéo, tu arrives à en vivre, à en faire quelque chose de commercial? Alors, on a commencé il y a 2 ans MotoGP Addict. Au début, on l'a vraiment fait pour se faire plaisir, pour s'amuser, le faire sérieusement bien sûr. Et là, depuis quelques temps, on commence à avoir des partenaires, donc ça nous permet d'avancer là-dessus. Et aussi, ça nous a permis à côté de travailler sur d'autres projets, comme sur le Supercross américain, et d'en faire des vidéos avec un sponsor et des partenaires. Ouais, parce que non seulement le sport est difficile à quantifier, mais aussi les partenaires sont difficiles à trouver un peu plus que dans le produit pur ou les accessoires. Nous, alors bizarrement, on est étonnés parce que quand on contacte les partenaires, ils nous connaissent. Alors nous c'est une belle surprise pour nous parce qu'on a l'impression d'être dans une niche. On est sur le MotoGP, on est dans l'humour par rapport à ça. Et donc, il y a quelque chose de positif, il y a un lien qui se fait assez rapidement. Et difficulté, non, je ne pense pas qu'il y ait une vraie difficulté, c'est qu'il y a un vrai échange et on explique aussi ce qu'on fait. Et je pense que aussi les partenaires voient qu'on le fait sérieusement. Alors après, Yann, la démarche de Yann, elle est un peu différente parce que c'est du contenu, c'est pas une recherche de partenaires pour financer un projet vraiment sportif. Donc là, on est à la limite du média et de l'entertainment, si on peut s'exprimer ainsi. Si Yann valide. Redis-le, entertainment. Yeah. Nicolas, on parlait de Supercross. Toi, tu connais bien le Supercross? Je connais bien en fait. J'ai pas mal suivi. J'ai suivi le côté un peu historique et puis les années 80 et 90, notamment avec l'aventure de notre Jean-Michel Bayle, bien sûr. Ouais. Et toi, tu organises des événements. Est-ce que la compétition est un passage obligé quand on organise des événements? Est-ce qu'il faut faire des courses sur le circuit Carole ou est-ce que les démos, ça suffit? Si tu veux, oui, effectivement, il y a deux univers qui sont pour moi quand même pas complètement séparés. Quand j'ai commencé à travailler comme organisateur d'événements au Stade de France pour le Supercross, où j'étais un peu consultant moto pour eux, et surtout après pour le Supermotard. Donc j'ai commencé carrément dans la compétition. Après, moi, par goût, j'adore la compétition, j'en ai fait, comme toi Eric, voilà, on adore ça, mais quelque part, moi j'aime aussi le côté un peu spectacle et divertissement. On parlait d'entertainment, c'est exactement ça. La course n'est pas toujours liée à ça. Et j'avais envie d'autre chose. Donc après, moi, j'ai fait d'autres choses, comme un freestyle à Bercy, par exemple, ou d'autres choses. Là, aujourd'hui, les événements que tu organises, comportent-ils des courses? Justement, pas du tout. Là, l'événement phare que j'ai créé donc en 2011, c'est Iron Bikers. Et j'avais l'idée, si tu veux, par rapport
un événement qui est phare chez nous, en France en tout cas, dans la moto ancienne, c'est les Coupes Moto Légende, qui est la référence de moto ancienne, qui n'est pas une course non plus. Où on voit des motos tourner en rond, presque comme une série d'essais, si tu veux. Mais malgré tout, on a le public qui vient voir ces motos-là, qui prennent du plaisir à voir ces motos-là. Il n'y a pas cette notion de course. Et quand j'ai créé Iron Bikers en 2011, j'avais cette idée aussi de voir des belles motos sur la piste, sans notion de course. Je me dis, les gens, je pense, peuvent être intéressés, et c'est le cas. Bon, après, moi, j'ai amené une spécificité à Iron Bikers en mélangeant les cafés raceurs et motos modifiées et ce qu'on appelait pas encore les néo-rétro et que moi j'appelais motos de caractère. On a mélangé ça pour en faire un mix qui a bien fonctionné, mais il n'y avait jamais cette notion de compétition et toujours la notion de plaisir. On est là pendant 20 minutes comme une série d'essais. La compétition n'est pas nécessaire pour moi, vendre non. des tickets d'entrée. Exactement, je pense que les gens sont censés voir une course où les mecs se tirent la bourre, mais pas que. Je pense que le plaisir de voir rouler un gars, de voir passer des belles motos, de voir même les gars se tirent la bourre entre eux, mais il n'y a pas de notion de course. On rejoint dans l'esprit ce qui se fait sur la Sunday Ride Classic ou en Angleterre, le Goodwood Festival par exemple, qui est un rassemblement extraordinaire que beaucoup de gens ne veulent surtout pas rater parce qu'il y a des engins d'exception, ils roulent. Il y a effectivement des démos, alors après il y a des gens qui se prennent plus ou moins au jeu, mais c'est vrai que là de ce point de vue-là, on n'est pas dans un produit purement sportif avec un départ, une arrivée et un podium. C'est un peu un dérivé de sport. Est-ce que dans le MotoGP, c'est vraiment le sport qui fait vendre ou c'est un petit peu Toi, tu es comédien de profession. Est-ce que c'est pas un peu la comédie à laquelle on a assisté en Argentine, un petit peu tout ça qui est monté en épingle aussi par la presse? Je pense qu'il y a un mélange de tout ça. Moi, je l'aime, ce mélange-là de comédie. Je pense que c'est peut-être ce qui manque un peu à la F1, qui est un petit peu de... Par exemple, les conférences de presse du jeudi, je ne peux pas les rater parce que pour moi, c'est une scène de théâtre. Il y a un vrai spectacle, il y a des petites phrases, il y a les regards des pilotes. Et c'est ça qui est génial. Après, pareil, là, ce qu'on a pu voir avec Rossi et Marquez, pour moi, c'est du bonbon. C'est un vrai spectacle, quoi. C'est de la comédie. Nicolas, dernière question. Le fonds de commerce, le sport, est-ce que ça peut être un fonds de commerce Tout à l'heure, tu étais avec les gens de chez Honda. Derrière nous, on a un portrait de Soichiro Honda. Voilà, dans les années 60, quand les Japonais débarquent en Grand Prix, ils viennent chercher de la technologie, ils viennent chercher de l'image. Ils ont grossi tout ça. Soichiro Honda était le chef de file de tout ça, même de chez tous les Japonais. Donc ils ont été chercher tout ça dans la compétition. Ils l'ont fait grandir. Et maintenant, quand le responsable d'Honda parle d'une victoire au Touquet, moi j'adore le Touquet, que ça fasse plus 5 points dans les meules de cross, j'hallucine, je trouve ça génial. Mais malgré tout, il n'y a pas que ça. Moi j'adore la compétition, je suis né dedans, j'en fais quand je peux encore le faire, je le fais. Mais malgré tout, on voit bien, il n'y a pas que ça. Et il y a un truc qui est perdu un peu dans la compétition, et que nous justement, tu me parles de Sunday Ride Classic, de Goodwood, ou chez nous à Iron Bikers, nous on met vachement en avant le côté très convivial. Et ça, c'est un petit peu ce qui se perd en compétition, même en championnat de France Superbike. Tu vois, des fois, tu passes dans le paddock, tu dis, je suis en championnat de France de camion, quoi, tu vois. Il n'y a rien. Mais pour voir un pilote, moi j'étais au Grand Prix de Tchéco avec mon fils il y a 3 ans, au mois d'août, j'ai pu rentrer dans le paddock que le jeudi. À partir du vendredi, tu rentres plus nulle part. Tu vois pas les pilotes, tu vois plus rien. De convivialité. Mais c'est clair. La télévision, c'est génial, c'est super télégénique, mais on perd le fil, je pense, avec ce lien qui est l'humain. Merci Yann, merci Nicolas. Eric, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, et puis je sais pas ce qu'on pour dit, le résultat des 24 heures du Mans, bien sûr. Si et tu puis veux. On débriefera Austin. On aura beaucoup de choses à dire encore de la compétition chez Johan Tangre à Meaux. Et puis, à la semaine prochaine. La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro.